Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie. À la une aujourd'hui, les députés examinent une proposition de loi qui vise à durcir les sanctions envers les mineurs délinquants. Un texte qui a été déposé par Gabriel Attal lui-même, c'était en octobre dernier, porté également par un député du Tarn, Jean Terlier. Alors que retrouve-t-on justement dans ce texte? Je propose d'écouter l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, c'était ce matin sur RTL. Je propose qu'on soit plus ferme dans la réponse pénale face à un certain nombre d'actes de délinquance, à des délits, à des crimes qui viennent des mineurs. Concrètement, ça veut dire qu'on crée une comparution immédiate pour les mineurs qui aujourd'hui n'existent pas. Je vous prends un cas très concret. Vous prenez deux jeunes en récidive de 17 et 18 ans pour coups et blessures aggravés. Celui de 18 ans, il va pouvoir être sanctionné tout de suite avec une comparution immédiate. Celui de 17 ans, il va falloir un certain nombre de mois, presque un an, pour qu'il puisse être sanctionné. Je propose de changer ça en créant une comparution immédiate des mineurs. Alors Gabriel Attal propose également de réviser les modalités d'atténuation de la peine pour les mineurs, d'étendre aussi les sanctions envers les parents pour les dommages causés par leurs enfants, mais aussi de lever l'excuse de minorité. Écoutez. Aujourd'hui, il y a une excuse de minorité qui est automatique et le juge peut effectivement la lever dans certains cas en motivant. Ça arrive dans très peu de cas. Moi, ce que je propose avec ce texte, c'est d'inverser les choses, c'est qu'elle ne soit plus automatique à partir de 16 ans et pour des faits particulièrement graves, et que le juge puisse l'appliquer, mais en motivant. Il faudra de vraies raisons, les motiver, pour considérer qu'un jeune ne doit pas être jugé comme un majeur quand il est en récidive de plus de 16 ans et qu'on parle de crimes, c'est-à-dire de choses particulièrement graves. Moi, je vais vous dire clairement, on a une ordonnance de 1945 qui dit un mineur ne doit pas être jugé comme un majeur. Moi, je ne propose pas de remettre ça en cause. Simplement, je propose de considérer avec lucidité qu'un mineur de 2025 n'est pas un mineur de 1945. Par ailleurs, l'ex-Premier ministre entend mieux responsabiliser les familles et notamment lors des manquements d'obligations familiales. Et au même moment, surprenant, sur France Inter, le ministre de l'Intérieur s'est dit favorable à cette loi. Je cite Bruno Retailleau, « Cela va dans le bon sens, mais écoutez la suite ». Malheureusement, c'est une proposition de loi qui a été largement détricotée en commission. Ça fait des années, moi, que je plaide pour une révolution juridique. Parce qu'aujourd'hui, on enferme des mineurs violents dans des parcours de délinquance. On ne veut pas leur donner des peines de prison trop tôt, et donc on attend 10, 15, 20, parfois 30 antécédents judiciaires avant que la sanction ne tombe. Pire même, vous savez ce qu'on fait aujourd'hui, il y a la césure. C'est-à-dire qu'on découpe, on dissocie le moment où on va reconnaître la culpabilité pour une faute d'un mineur du moment où plusieurs mois après, on fera tomber la sanction. Et concernant la justice des mineurs, là aussi Bruno Retailleau veut aller plus loin avec des peines courtes de prison. Il souhaite s'inspirer de ce qui est fait chez nos voisins européens. Ceux qui ont des enfants, est-ce que quand un gamin fait une bêtise, vous lui dites « tu as fait cette bêtise, tu es coupable » et on verra dans 3 mois, dans 6 mois, la sanction que je vais te donner. C'est incompréhensible. Et je pense, là encore, qu'il faut assumer des peines courtes de prison. Des peines courtes de prison, comme le font par exemple les Pays-Bas, d'1 semaine ou 2 semaines, dès le premier délit grave. Parce que c'est cela qui est éducatif. On a des enfants qui ont perdu toute empathie, qui peuvent tuer et quelques minutes après aller boire sur la terrasse d'un café. Et là, je crois que la prison, la butée, elle est essentielle. Enfin, Bruno Retailleau appelle à abolir la loi Belloubet de 2019. L'objectif de ce texte était, rappelons-le, de lutter contre la surpopulation carcérale. Il rendait notamment impossible les peines fermes de moins d'1 mois et les peines inférieures à 6 mois qui doivent obligatoirement être aménagées, sauf, je cite, impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné. Au volet judiciaire, le principal suspect du meurtre de Louise est passé aux aveux. Owen L. a effectivement reconnu les faits après plus de 30 heures passées en garde à vue. Les enquêteurs s'étaient intéressés à cet individu en raison des incohérences décelées dans son emploi du temps, mais aussi avec des traces de griffures retrouvées sur les doigts du suspect. Et puis ce dernier serait également porteur d'une doudoune qui était semblable à celle aperçue sur les caméras de vidéosurveillance. D'ailleurs, ce principal suspect voyait son ADN correspondre à celui qui avait été retrouvé sur le corps notamment de la jeune fille de 11 ans. Dans cette affaire, 3 autres personnes sont toujours en garde à vue, sa mère, son père et puis sa petite amie, pour non-dénonciation de crime. Poursuivons avec cette passe d'armes hier à l'Assemblée nationale entre François Bayrou et un député LFI au sujet des accusations de violences sexuelles à Notre-Dame-de-Béthárame. On vous en a parlé ici même depuis 1 an. Le parquet de Pau mène l'enquête suite à une centaine de plaintes qui ont été déposées pour des faits de violence, d'agression sexuelle ou encore de viol au sein de cet institut privé catholique entre les années 70 et 90. Le site Mediapart assure
sûr que le Premier ministre était au courant. Hier, le député insoumis Paul Vannier a justement interrogé sur ce sujet le Premier ministre. Écoutez. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétarame, victimes de violences pédocriminelles? Vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. Alors, réponse dans l'hémicycle toujours du Premier ministre. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre ? Tout est faux, assure donc le Premier ministre qui va déposer une plainte pour diffamation. Il récuse aujourd'hui des polémiques, je cite, artificielles du côté des députés socialistes. On attend que la lumière soit faite. Sur un tout autre sujet maintenant, à Mayotte, à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel pour les examens de fin d'année. Après le passage du cyclone Chido, de la tempête Dikeledi, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé des aménagements pour les examens, par exemple pour le brevet, annulation des épreuves pour le mois de juin et prise en compte intégrale du contrôle continu pour les épreuves anticipées de français pour le bac. L'oral est maintenu mais assoupli avec moins de texte. Le contrôle continu sera pris en compte notamment pour l'épreuve écrite. Et puis en terminale, là aussi, le grand oral est maintenu mais assoupli et adapté. Les épreuves de spécialité, celles de philo, sont remplacées par le contrôle continu. Et puis concernant Parcoursup, là, les élèves ont un laps de temps supplémentaire jusqu'au mercredi 26 mars pour notamment s'inscrire sur la plateforme et formuler leurs vœux. Partons à présent aux États-Unis où Donald Trump accuse le ministère de l'Éducation d'être inefficace, de coûter trop cher et d'être dominé par les idées d'extrême gauche. Lors de sa campagne présidentielle, le républicain avait promis justement d'anéantir ce ministère, une prise de position qui suscite la colère des élus, des parents, des syndicats qui voient notamment une attaque inédite contre l'enseignement public. Alors selon la National Education Association, environ 13% du financement des écoles primaires et du secondaire proviennent des coffres fédéraux. Le reste est financé par les États et les collectivités locales. Des subventions fédérales inestimables pour bon nombre de familles qui ont des faibles de revenus ou encore des élèves qui ont différents besoins particuliers. Alors toutefois, il faut le noter que fermer ce ministère n'est pas une mince affaire. Bien au contraire, selon la loi, seul le Congrès a le pouvoir de le supprimer et Donald Trump ne dispose pas de voix nécessaires pour faire voter une telle décision. Enfin, la France représentée lors du prix mondial de l'enseignement. C'est une récompense qui est attribuée depuis 2015 à un enseignant du monde qui a apporté ses contributions notables dans le monde de l'éducation, la seule européenne et donc française et strasbourgeoise plus précisément. Céline Allaire, les profs donc des écoles au sein d'un établissement classé REP+, elle donc s'efforce dans ses cours à créer de l'inclusivité, de lutter contre les inégalités et surtout de stimuler ses élèves qui grandissent dans un environnement parfois difficile. Et tout est parti d'un petit déjeuner il y a une dizaine d'années. Elle avait remarqué que bonne partie de la classe ne le prenait pas le matin. Elle a donc fait un atelier, un projet autour de ce petit déjeuner à l'école. Ça devait durer initialement que quelques semaines et au final, c'est revenu et s'était intégré et enraciné au sein de l'école. Outre le gain sur la santé, dit-elle, les élèves sont motivés à venir à l'école. La cohésion du groupe est bien meilleure. Ils discutent davantage et puis la mixité est plus fluide, assure-t-elle notamment dans les colonnes du Parisien. Finalement, ce projet est devenu la colonne vertébrale justement de sa pédagogie. Un projet qui est donc très concret et qui permet d'ouvrir les esprits et de gommer les inégalités. Bravo à elle. Merci beaucoup Guillaume.